là où en fait on gagne, à mon avis, c'est à mettre ce qu'on n'a pas du tout envie de mettre, c'est-à-dire des moyens humains en fait auprès des gens, pour leur permettre de vivre au mieux dans les conditions dans lesquelles ils et elles sont, la vie qu'ils et elles ont envie de mener, et qu'il leur reste à mener. Et moi, je pense que là, il y a des enjeux énormes en termes d'investissement en moyens humains, en personnel formé, qualifié, pour prendre en charge et pour accompagner des gens dans leur vie de tous les jours, avec toutes les difficultés que ça pose en termes d'attractivité de ces métiers, et en termes de reconnaissance de ces métiers, et plus largement de tous les métiers des relations sociales. Je viens de lire des choses très déprimantes sur les services publics et l'accompagnement des enfants à l'école, des personnes malades dans le système de santé. Bref, mais voilà, voilà, je pense qu'il faut miser sur l'accompagnement humain. Alors, je suis tout à fait d'accord sur l'accompagnement humain. Nous, on traite des patients ayant un autre parcours sur notre hôpital, qui sont l'hôpital de jour et la rééducation, justement, avec des patients où il y a eu un diagnostic de troubles cognitifs, alors maladie Alzheimer et maladie apparentée. On fait des préconisations sur des aides, sur des passages, alors soit d'auxiliaires de vie, des portages de repas, d'ergothérapeutes à domicile pour adapter le domicile. Après, là, on est confronté où des patients ne se sentent pas malades parce qu'on est au début de la maladie et refusent complètement les aides. Mais avec des familles et des aidants qui sont épuisés, et avec des patients qui appellent l'infirmière le matin. Des fois, on a des familles qui nous rappellent, qui ont appelé l'infirmière le matin en disant « Non, mais c'est bon, c'est plus la peine de passer, j'ai plus besoin d'aide. » Enfin, voilà. Et effectivement, on manque énormément de moyens à domicile, mais voilà, il y a ce côté aussi où les patients n'entendent pas qu'ils ont besoin d'aide et ne veulent pas d'aide. Donc... Alors, je suis désolée, c'est pas du tout une... mais en fait, c'est quand même assez lié avec notre conception de l'adulte, en fait, dans nos sociétés, comme quelqu'un d'autonome et qui n'a pas besoin d'aide. Ce qui est quand même une fiction absolue. Je veux dire, le parangon de cet adulte qui est l'homme blanc cinquantenaire qui dirige de grandes entreprises, voire le pays, qui dira qu'il n'a pas besoin d'aide, qui dira qu'il n'est pas aidé dans sa vie quotidienne de manière complètement invisible pour lui. Mais en fait, personne n'est autonome dans sa vie quotidienne. Tout le monde a besoin des autres et tout le monde a besoin de l'aide des autres. Et donc, c'est aussi cette question-là qu'il faut qu'on prenne en charge et qu'on instruise. Voilà, c'est quand même... Voilà, moi je suis très féministe. Les féministes ont quand même cette vertu d'avoir visibilisé qu'il y a tout un travail invisible d'aide au quotidien des gens. Et donc, après, ça ne donne pas les clés pour pratiquement dire au monsieur qui dit que il n'a pas besoin d'aide, que c'est très gentil de lui envoyer une infirmière, mais que lui, de toute façon, il n'est pas malade. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que l'enjeu, c'est d'arriver à penser collectivement des astuces, peut-être, et des moyens de nommer, de la même manière que vous êtes revenu en arrière sur la fragilité, parce que personne n'a envie de se sentir fragile. Bizarrement, ce n'est pas un qualificatif qui nous semble hyper enviable. Et de la même manière, on n'a pas forcément besoin d'aide. On n'a pas envie, en tout cas, d'être réduit à ce besoin d'aide. Et c'est vrai que c'est un gros enjeu. Vous voulez ajouter quelque chose, Laurence ? Non, c'est très juste, cette notion du besoin d'aide. Moi, c'est quelque chose que j'évoque dans les entretiens. Et on voit qu'il y a un gros travail à faire dessus. Parce que les personnes sont souvent, tu l'as dit tout à l'heure, dans l'idée de plus tard, par exemple quelqu'un de 65 ans, qui est quand même encore bien autonome, etc., mais qui pense à plus tard et se dit, ce que je veux, c'est surtout ne pas être le poids pour la famille, classiquement, ne pas avoir besoin de leur demander d'aide, du coup. Et justement, ça fait partie du travail. On dit, mais c'est aujourd'hui qu'il faut apprendre à demander de l'aide.
Je veux pas que vous sachiez en demander à 80 ans, c'est à 65 ans. Je veux que là, si vous allez couper votre arbre, etc., vous alliez demander à quelqu'un d'être à côté de vous parce que ça reste quelque chose de peut-être dangereux et soyez pas l'homme qui va tout faire tout seul. Et que si vous apprenez aujourd'hui à 65 ans à le faire, bien ça vous semblera plus facile à 80 ans d'accepter que quelqu'un vient à votre domicile et fait le ménage chez vous, pas complètement comme vous le faisiez d'habitude, peut-être, mais vous serez déjà dans le phénomène de gratitude, de reconnaissance, de cet autre m'a donné un coup de main et finalement, je lui dis merci au lieu d'être en colère parce qu'il a pointé du doigt que j'y arrivais pas. Et en fait, c'est ça, c'est travailler cette gratitude et c'est pour ça que c'est tout ce qu'on dit là, on le traite pour la personne âgée, mais moi, j'aimerais faire de la prévention avec des plus jeunes, quoi. Je trouve que je commence presque trop tard déjà, alors que je traite avec des assurés plus jeunes que ce que vous devez voir beaucoup. Je suis désolée, ça fait un peu discussion voilà, entre nous, mais il me semble que cette question du besoin d'aide aussi, elle est très, très largement déterminée par le besoin. Alors l'aide, c'est une relation, en fait. Et en fait, que les gens âgés ou pas âgés disent qu'ils ont besoin d'aide. Moi, de plus en plus, là, mes enfants, sur le coup de 6h30, je hurle en disant « là, j'ai besoin d'aide, en fait ». Cette maison, elle ne peut pas tourner sur les épaules d'une seule personne. Donc, moi, je suis très... Et en fait, quand j'ai besoin d'aide, c'est pour faire la cuisine. Et en fait, faire la cuisine avec mes enfants, je trouve ça super, parce que c'est un moment où on discute, et voilà. Et ce qui est très paradoxal, c'est que dans les enquêtes, on voit des gens qui, pour être adultes, doivent affirmer qu'ils n'ont pas besoin d'aide, et affirment qu'ils n'ont pas besoin d'aide, alors que leurs enfants, pour être de bons enfants, ils doivent au contraire leur proposer leur aide. Donc, peut-être que simplement indiquer ça, rappeler ça aux gens en disant en fait ça leur fait plaisir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de demander de l'aide à quelqu'un et que vous lui dites merci et qu'il dit mais ça m'a fait plaisir en fait. Voilà. Merci. On a le temps pour une dernière question ? Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on dit qu'on a besoin d'aide et c'est apprendre du coup à savoir recevoir l'aide et à savoir la donner. Parce qu'on a souvent tendance à aimer aider les autres, mais on n'accepte pas effectivement que les autres nous aident. Donc comment aussi amener les personnes à se dire on est content de le faire pour eux, donc finalement est-ce que moi aussi je peux donner aux autres ce bonheur, cette joie de pouvoir venir m'aider. Et je pense que c'est aussi un gros travail à faire dans ce sens-là. Merci. Est-ce que vous voulez réagir ou simplement acquiescer ? La parole est ouverte. J'ai toujours des trucs à dire. Je pense que c'est la question de l'entraide en fait qui est hyper importante. Parce que en fait, alors, je vais vous faire un petit cours d'anthropo. Marcel Mauss, le l'essai sur le don. En fait, Marcel Mauss dit dans les sociétés, il y a une forme du lien social, c'est de donner. Et l'aide, c'est quelque chose qui s'ajuste tout à fait bien à cette théorie sur le don. Et en fait, il dit le don, c'est 3 temps, donner, recevoir et rendre. Et il dit, en fait, il y a une obligation de rendre dans le don parce que le don non rendu infériorise celui qui l'a reçu. Et en fait, c'est ça qui se joue dans la demande d'aide. C'est à la fois la peur de ne pas pouvoir rendre et arriver à un moment donné, on arrive avec des capacités qui font que on ne va pas pouvoir rendre. Alors, merci Marcel Mauss. Merci Marcel, parce qu'en fait, il dit, le don, pour que ça marche, il ne faut pas rendre la même chose. Le don, pour que ça marche, il faut rendre en différé et pas forcément la même chose. Donc ça, c'est quelque chose d'assez cool, à mon avis. Et puis, le deuxième élément, c'est que raconte Marcel Mauss sur le don, c'est dit, en fait, le don, ça lie les individus. Et aussi, c'est ça qui empêche ou freine l'aide et les demandes d'aide, notamment en dehors de la famille. C'est « ouais, je veux bien aider, mais je vais pas… » Enfin, tout de suite, on voit qu'on va être engagé, ligoté, en fait, avec ces gens qu'on a aidés une première fois. Et je pense qu'il y a aussi ces éléments-là à travailler. Et le dernier élément à travailler, à mon avis, du point de vue des professionnels, c'est que en fait, se fait toujours l'équivalence pour les gens de ce qui m'est rendu comme service
professionnellement, et c'est un service professionnel, devrait et une action, une activité qui émarge normalement à l'inconditionnalité du partage de la vie humaine, en fait. Et le fait de... C'est ça qui nous retient. On veut bien payer pour des thérapies, on veut bien payer pour des médicaments, mais payer pour que des gens nous accompagnent au quotidien alors que n'importe quel ami peut le faire, alors que n'importe quel membre de la famille pourrait le faire, c'est une double peine parce qu'en fait, on paye pour quelque chose qui est gratuit et en plus, en faisant ça, ça souligne le fait qu'on n'a pas les ressources qui nous permettraient cet accompagnement gratuit.